est politique, bonjour et bienvenue dans votre émission sur i24 News. Cette semaine, François Hollande à Cuba avec en prime une rencontre avec Fidel Castro. Historique, dit le président socialiste. Scandaleux, s'insurge la droite. Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour. François Hollande soigne sa gauche. Il reste fidèle à sa méthode, toujours à la synthèse. Christian Mallard, bonjour. Bonjour. Vous aviez vu juste la semaine dernière, David Cameron l'a emporté lors des élections législatives et c'est une victoire par KO. C'est une victoire par KO, mais je n'avais pas prévu le tsunami d'ici, David Cameron. Tout est politique, la victoire de Cameron. Les électeurs britanniques ont-ils été sensibles à son argument martelé pendant toute la campagne, moi ou le chaos? David Cameron l'a emporté haut la main, une énorme surprise avec une majorité absolue à la clé. On l'écoute le soir de sa victoire. Je veux que mon parti, et j'espère un gouvernement que je souhaite diriger, retrouve ce mental que nous n'aurions jamais dû perdre. L'idée d'une seule nation, d'un royaume uni. C'est comme cela que je souhaite gouverner si j'ai la chance de former un gouvernement lors des prochains jours. Christian, maintenant, Objectif Europe? Objectif Europe, oui et non, parce que ce n'est pas sa priorité immédiate. Moi, je note qu'aujourd'hui, il a les pleins pouvoirs, M. Cameron. Il a éliminé le François Hollande anglais, Ed Miliband, du Parti travailliste. Il a éliminé celui qui était son associé d'hier dans la coalition, Nick Clegg, le François Bayrou anglais, et puis le Front National anglais avec Nick Farage. Donc, il a les pleins pouvoirs. Attention, le danger, il vient de l'intérieur. Pour répondre à votre question sur l'Europe, c'est qu'il a 351 sièges, mais il a plus d'une centaine de députés conservateurs qui sont eurosceptiques, qui vont être des frondeurs. Il aura aussi ses frondeurs à l'intérieur. Il a choisi justement des ministres eurosceptiques. Il a choisi des ministres eurosceptiques pour l'instant, pour calmer le jeu, pour apaiser. Mais je pense que... Pour endormir, parce qu'en fait, il ne sortira pas de l'Europe. Pour endormir. Il ne va pas sortir de l'Europe, je suis d'accord avec Mickaël. Mais il y aura ce référendum quand même. Il est obligé de faire ce référendum. Mais quand on se réfère à des sondages, mais il faut être prudent, parce que vous avez vu, les instituts de sondage se sont complètement trompés. Il faut changer de métier. Mais d'après quand même les sondages, il y a de plus en plus d'Anglais qui n'ont pas envie de sortir de l'Europe. Mais il va avoir une épine dans le pied. C'est le Parti national écossais. Les Écossais, ils vont se retrouver devant une situation très intéressante. Ils considèrent qu'ils ne sont pas bien représentés par le gouvernement à Londres, bien entendu par des conservateurs. Sauf que les Écossais, eux, ils veulent... Si M. Cameron veut faire sortir la Grande-Bretagne de l'Europe, ce sont des europhiles, les Écossais, quelque part. Donc, ils aimeraient bien être soit rattachés à l'Europe, soit faire un nouveau référendum sur l'indépendance qui a échoué en septembre 2014. Christian, mais c'est un paradoxe, parce que vous avez dit qu'il a éliminé le François Hollande local. Miliband, absolument, localement. Mais en réalité, c'est un bon message pour François Hollande, l'élection de Cameron. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sortant est confirmé. Ça veut dire que si on tient, effectivement sa conviction, si on tient ses valeurs, si on reste avec son programme et en même temps un contexte de bonne situation économique, eh bien le sortant est confirmé. Paradoxalement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la droite. Non, ce qui est intéressant, et vous avez raison là-dessus, ce qui est intéressant, c'est quand même la vision d'austérité. La politique d'austérité menée par Cameron qui est quand même confortée. Parce qu'il a réduit de moitié le déficit sur les 5 premières années. C'est une autre leçon pour les politiques français. C'est une autre leçon pour les politiques français. Il ne faut pas hésiter à aussi prendre des mesures qui sont bonnes pour le pays, mais même si elles sont compliquées pour les particuliers. Que je pense que M. Hollande a des chances d'être réélu, porté par une embellie économique. Il risque d'y avoir un redécollage économique. Je vous le concède. Non, je ne le murmure pas, je vous le dis ouvertement. En Grande-Bretagne, l'économie, là, en ce moment elle se porte bien. Donc c'est pareil, embellie, croissance positive. Il y a une croissance positive, le taux de chômage a baissé. Bon, il n'a pas encore baissé en France. L'économie redécolle à peine. C'est toujours à la fin. Cela dit, on fait dire aux chiffres ce que l'on veut. Mais je pense quand même qu'on sera sur une embellie. Non, on ne fait pas dire aux chiffres ce que l'on veut. En général, c'est comme le décollage d'un avion. Le chômage qui baisse, c'est la fin de la piste. Bon, c'est quand tous les paramètres ont été placés, alors le chômage baisse. Les Anglais sont en avance sur nous. Le taux de chômage baisse, le décollage économique parce qu'ils ont une structure du marché du travail qui est différente. Oui, mais M. Cameron a mené une politique d'austérité qui est en train de porter ses fruits. Donc il a été très surpris. Et un petit mot quand même sur les instituts de sondage. Vous dites que ce n'est pas la première fois. Écoutez, là quand même, les instituts de sondage, on en était la semaine dernière, on prévoyait éventuellement une victoire de Miliband.
c'était clair, clairement annoncé. Mais il y avait quand même Cameron qui pouvait être reconduit avec une coalition. Et on pensait à Nick Clegg, à nouveau les centristes, les libéraux démocrates. Ça ne s'est pas fait. Les instituts de sondage ont été complètement démentis. Et d'ailleurs, il y a eu énormément de papiers dans la presse britannique sur ces instituts de sondage. Sur les instituts de sondage qui ont été assassinés globalement, et par la télévision, et par la presse britannique dans sa totalité. Ça a déjà été le cas en politique en France, les instituts de sondage qui foirent complètement ? Bon, on l'a vu plein de fois, on l'a vu notamment lors des élections présidentielles en 2002. Personne n'avait vu l'élimination de Jean-Marie Le Pen. Mais l'information que personne n'avait vue surtout, c'était l'élimination de Lionel Jospin du premier tour. C'est ça la vraie information de 2002 qui, par effet mécanique, crée une scénographie dramatique. Donc là, les sondeurs ne l'avaient pas vu, et puis il y a eu d'autres élections également même là, sur le parti UKIP, qui n'avaient pas été vues par les sondeurs. Même sur le parti UKIP, les instituts se sont trompés parce qu'ils prévoyaient quand même une poussée plus large du parti UKIP, le Nigel Farage, le Pen anglais, et finalement il est éliminé et il s'est retiré. Mais là je dois dire qu'il y a quand même une chose qui est très intéressante, c'est que tous les battus, le François Hollande anglais, le Bayrou anglais et le Pen anglais, ont tous démissionné. Non, les battus François Hollande. Anglais. Non, d'accord. Ils ont tous démissionné. Tous les grands battus ont démissionné. Et pour compléter quand même ce que l'on dit sur les sondages, parce que c'est toujours bien de hurler avec les loups, mais quand même, il faut aussi remarquer et reconnaître que si on parle, en tout cas en ce qui concerne la France, régulièrement quand même, les sondeurs donnent les résultats aussi des élections, les tendances, les départementales, les régionales. Pendant 4 ans quand même, entre 2002 et 2007, il a été dit que c'était Nicolas Sarkozy qui était celui qui, à droite, allait récupérer la candidature. C'est ce qui s'est passé. Donc, il y a aussi, globalement, une performance de la part des sondeurs qui n'est pas démentie, qui est démentie de temps en temps, mais qui font aussi leur travail. Dans les pays anglo-saxons, souvent, les sondages se trompent. Dans les pays anglo-saxons, souvent. En tout cas, en France, ce n'est pas le cas, comme nous dit Mickaël Darmon. Allez, tout est politique. La rencontre Hollande et Castro. Le temps est loin où François Hollande dénonçait dans une tribune la dictature castriste. C'était en 2003, alors que le suspense avait été maintenu jusqu'au dernier moment. Le chef de l'État a rencontré Fidel Castro pendant 50 minutes. On écoute le chef de l'État. Nous voulons donc bâtir une coopération exceptionnelle entre la France et Cuba pour approfondir nos recherches, multiplier nos coopérations en matière notamment de santé, mais également pouvoir exporter vers l'ensemble des pays tiers qui nous feront confiance, compte tenu de ce que nous représentons, et Cuba et la France. Mickaël, là c'est un discours qui a l'air solennel, mais paraît-il qu'en coulisses, François Hollande était exulté. Il est solennel, mais enfin, la mine gourmande, quand même là, dans cet extrait de François Hollande, ne nous échappe pas. Il est exactement là dans la notion de plaisir politique maximal. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est d'ailleurs le mot, il a rencontré donc Fidel Castro, il y a eu le taux de suspense nécessaire pour faire croire que c'était effectivement pas possible, peut-être pas prévu. C'est comme un scoop, mais évidemment. Il l'a appris le matin du discours. Alors, oui, il y avait une incertitude. Mais peu importe, il a réussi finalement à le rencontrer. Cette photo, effectivement, est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle est une carte postale politique pour 2017 pour l'électorat de la gauche. Fidel Castro, il n'est plus dans la circulation. Mais pour les militants, pour l'histoire de la le groupe de Fidel Castro, pour l'histoire des révolutionnaires. Oui, d'accord. Ce qui est baroque. Mélenchon est content. Ce qui est baroque. Et André Chassaigne, le député communiste qui était à ses côtés et qui ne tarissait pas d'éloges sur François Hollande. Ça, c'est pas le moindre des résultats. Castro, le ciment de la gauche. C'est celui qui permet de faire la synthèse. C'est-à-dire que vous avez eu, avec Fidel Castro, il a fait du mythique, du symbolique. Voilà, je suis, moi, au chevet, on va dire, un grand moment de l'histoire des révolutionnaires mondiaux. C'est assez baroque quand on connaît, au fond, les positions et le parcours de François Hollande à des années-lumière, évidemment, de la gauche révolutionnaire. Il y a encore quelques mois, il disait les communistes n'existent plus. Donc là, il est vraiment, de ce point de vue-là, il rend visite à une icône. Et puis après, il va voir le frère, Raoul. Et là, on parle business.
on parle Très bien réalisme. équilibré, hein, On a tous les chefs d'entreprise français qui sont venus. Pas un mot pour dénoncer l'étatisation totale de l'économie cubaine qui, au fond, explique la difficulté du pays parce qu'il a dit ce il aura fait, je vous ai compris. Voilà, il faut lever l'embargo. Très bien, mais le problème, c'est pas tant l'embargo que aussi une société entièrement mise sous la coupe réglée de l'économie d'État. La réelle-politique de Hollande avec Castro, Raoul, pas Fidel, ça vaut pas le coup quand on sait qu'on est quand même dans l'arrière-cour des États-Unis et que tous les Américains, les Américains vont tout vouloir ramener. Vous croyez qu'Obama va laisser Hollande? Mais d'ailleurs, il a laissé, de fait, il est le premier à y aller avant lui. Oui, Et ça, c'est le deuxième message politique. Une fois qu'on a compris que c'est pour 2017 la gauche française, on a compris. Le vrai premier message politique immédiat, c'est de dire à Barack Obama, justement, avec lequel il est en bisbille très fort, je suis venu le premier. Et je suis là avant toi. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que tout ce que fait aussi François Hollande, et dans la région et dans d'autres régions, c'est pour marquer sa concurrence absolue avec Barack Obama. Parce qu'il n'oublie pas ce moment terrible qui m'a encore été raconté par un des principaux responsables dans le bureau d'Élysée au moment donc, où les frappes sur la Syrie devaient se déclencher. Il n'oublie pas sa colère et son sentiment d'avoir été piégé au moment où Barack Obama fait tout de suite marche arrière. À partir de là, effectivement, eh bien, François Hollande est contre Barack Obama. Et ce qu'il a fait là est un coup porté aussi à Barack Obama dans la zone d'influence de l'Amérique. Mickaël, j'ai une petite question. Peut-on dire que la rencontre avec Castro, c'est un peu le Kadhafi de Hollande? C'est-à-dire, je mets ça en parallèle avec la rencontre de Kadhafi et Sarkozy. Non, parce qu'il y avait des échanges à la clé avec la relation Kadhafi et donc Sarkozy. Fidel Castro n'impose pas. Écoutez, Fidel Castro n'impose pas de venir faire une plantation de cigares en plein Paris, comme Kadhafi a demandé à planter ses tentes à l'hôtel Marigny, au cœur de l'Élysée. Donc déjà, on n'est pas du tout sur la même logique. Et on n'est pas sur la volonté de faire de Fidel Castro un personnage politique central, comme donc voulait le faire à l'époque le gouvernement de Sarkozy et Sarkozy lui-même, en allant donc voir. Parce que Benoît Hamon a tenté de récupérer ça. Benoît Hamon a fait son travail de Benoît Hamon. On a joué Castro 1, Fidel, pour cimenter la gauche française, Castro 2, Raoul, pour le business. Absolument, la synthèse. Donc ça n'a rien à voir. Absolument pas. Allez, tout est politique. Les images de la semaine. Mickaël, on reste avec vous. Votre image de la semaine, c'est la femme que l'on voit de plus en plus présente aux côtés de François Hollande. Nous parlons de Ségolène Royal. Oui, absolument. Depuis que les avanies donc faites par Valérie Trierweiler s'évaporent, même si elle tente parfois de faire une piqûre de rappel, eh bien, Ségolène Royal joue aussi un rôle maintenant inédit dans ce quinquennat de l'inédit, c'est-à-dire la première dame politique. Elle est partout aux côtés donc, de François Hollande dans les moments importants. Elle est donc une actrice incontournable de la COP21, c'est-à-dire donc la conférence climat. Elle était effectivement avec lui, donc on le voit au départ de l'Hermione, le bateau donc, qui traverse l'Atlantique. Elle était à Jérusalem pour les obsèques des familles donc, victimes de l'attentat contre l'Hypercacher. Elle est effectivement la première dame politique parce qu'elle s'accommode parfaitement du comportement de François Hollande qui lui réorganise aussi la pratique autour de la vie privée, c'est-à-dire il y a une première dame qui n'est pas une première dame, en fait il y a une girlfriend, une compagne. Et là on a l'ex, en fait c'est l'ex-première dame. Et effectivement on a l'ex peut-être première dame, non, politique. C'est pour ça que je dis, c'est la première dame politique. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Christian. Mais de ce point de vue-là, c'est assez inédit, ça n'est pas anodin, parce qu'il prend effectivement Ségolène Royal, très populaire au sein de la gauche et au sein de cette gauche réformiste qu'il veut porter. Bien entendu, elle a retissé son lien avec donc l'opinion publique, elle est l'ancienne candidate à l'élection présidentielle, elle s'occupe de sujets qui concernent les Français, on le voit bien. Et puis ça a été la victime dans l'affaire Trierweiler. Elle a été la victime d'une Valérie Trierweiler qui se rappelle généralement au bon souvenir ou au mauvais, et on voit bien que tout cela fait aussi partie des rouages pour mettre en place la campagne pour 2017. Christian, votre image de la semaine, ça se passe en Corée du Nord, c'est Kim Jong-un. Alors écoutez, vous savez qui est Yang Yang-chol? Absolument pas. C'est le ministre de la Défense nord-coréen. On n'aurait jamais su son nom si on n'avait pas appris récemment qu'il avait été
tué, fusillé, parce qu'il s'était assoupi Par des pendant canons un défilé aériens. militaire de M. Chang Jong-un. Franchement, on se dit quand même, dans ce pays, c'est quand même étonnant, où il y a purge sans arrêt, les hauts dignitaires disparaissent de la scène, 15 depuis le début de l'année 2013, c'est quand même affolant de voir ce qui se passe. Alors on peut se poser la C'est la question... Corée du Sud qui communique. Hein. C'est la Corée du Sud, bien informé en général, puisque déjà, on sait qu'en 2013, ça a été confirmé, il a fait arrêter son oncle. Donc à partir de là, on se pose la question, vous imaginez si on transposait l'Assemblée nationale française en Corée du Nord, le nombre de fusillés qu'il y aurait, quand on voit le nombre de gens qui sont souvent assoupis à l'Assemblée nationale. En tout cas, ça redonne un nouveau proverbe, c'est-à-dire en Corée du Nord, qui dort ne dîne plus. Merci messieurs, restez avec nous. Après les informations, notre invité cette semaine, Thierry Solère, député UMP en charge de l'organisation des primaires pour 2016. À tout à l'heure.